Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo sur mon année 2022. Le but de cette vidéo, ça va être de vous raconter toutes les choses intéressantes et importantes qui me sont arrivées dans mon année 2022, dans le but que vous puissiez en tirer des choses, apprendre des choses, gagner quelque chose de mon expérience. Pour commencer cette vidéo, je vais vous faire quelques rappels sur ma situation fin 2021. Fin 2021, j'habite à Ivry-sur-Seine, au logement Flatmates. Flatmates, c'est une résidence faite de 100 appartements et 6 chambres par appartement, donc ce sont des colocations. Et ces colocations sont destinées aux dirigeants et employés de start-up de Station F. Station F, c'est un campus de start-up dans Paris, l'un des plus grands du monde, je crois. Et ils ont une résidence, donc Flatmates, qui est destinée à héberger les dirigeants et employés des startups s'ils en ont envie. Mais le truc, c'est que moi, mon entreprise, ce n'est pas une start-up de Station F. Donc la question, c'est comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver à Station F. Le truc, c'est que fin 2020, il y avait le Covid. Et à ce moment-là, Flightmates, ils ont décidé d'ouvrir à tous les entrepreneurs. Donc tous les entrepreneurs pouvaient postuler à Flightmates. Et c'était juste pendant quelques mois, fin 2020. Et du coup, ben, moi, j'ai postulé à Flightmates. Donc pour rappel, en fin 2020, ma situation était la suivante. Je vivais chez mes parents dans le sud de la France. Et je venais de lancer une activité de cours particulier qui me permettait à ce moment-là de gagner à peu près 1500 euros par mois. Et donc, j'avais l'envie à ce moment-là de remonter sur Paris. Et à ce moment-là, j'ai vu que du coup, Flatmates s'ouvrait à tous les entrepreneurs de France. Et donc, j'ai vite vu que c'était quelque chose de très très intéressant pour moi pour plusieurs raisons. Premièrement, Flatmates proposait à l'époque un loyer très faible, mais le loyer est encore toujours très faible. Donc à l'époque c'était 400 euros par mois, maintenant c'est 500 euros par mois, mais je considère toujours ça très faible. Surtout pour le positionnement, donc c'est proche de Paris, c'est à genre 30 minutes du centre de Paris quoi. Donc loyer pas cher, proche de Paris, les colocataires à Flatmates sont des entrepreneurs, donc on est entouré de gens très intéressants. Enfin en tout cas, je dis pas qu'il y a que les entrepreneurs qui sont très intéressants, tout le monde est très intéressant, mais des profils très similaires aux miens qui pourront m'aider potentiellement dans mon expérience, etc. Et le dernier point, et le plus important, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de dossier à Flatmates, ou en tout cas à l'époque où j'ai postulé. C'est-à-dire qu'il suffit de donner une pièce d'identité et un cabis, et c'est bon, on peut postuler. Et ça, c'est quelque chose de très très pratique dans mon cas, parce que une entreprise, ça génère pas forcément des revenus stables, et c'est pas quelque chose qui plaît beaucoup de manière générale aux personnes qui louent des appartements. Et donc le fait qu'il n'y ait pas besoin de monter un dossier pour Flatmates, c'était quelque chose de très avantageux pour moi. Donc du coup, fin 2020, j'ai postulé à Flatmates et j'ai été accepté. Et depuis ce temps-là, j'ai vécu en fin 2021, fin 2020, pardon, fin 2021 à Flatmates à Ivry-sur-Seine. Et même pendant toute l'année 2022, j'ai vécu à Ivry-sur-Seine. Donc depuis fin 2020, je vis à Flatmates à Ivry-sur-Seine. Le deuxième point sur lequel j'aimerais faire un rappel, c'est l'organisation de ma semaine fin 2021. Donc du lundi au samedi, je travaillais sur mon entreprise que j'ai cofondée en l'été 2019 avec mon ami Jacob. Et cette entreprise, elle travaille sur un projet appelé Arda, qui est une suite de produits crypto sur la blockchain Elrond. Donc quand vous allez sur Arda, on vous propose différents produits crypto sur la blockchain Elrond. Donc un exemple par exemple de produit, c'est on propose un wallet tracker. Donc c'est un produit dans lequel vous rentrez l'adresse de votre portefeuille Elrond et on affiche les crypto-monnaies que vous possédez et leur valeur. On a un autre produit qui s'appelle Swap et qui vous permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Ou alors on a un autre produit qui est un Price Watcher qui vous permet de voir en temps réel l'évolution des prix des crypto-monnaies. Et fin 2021, avec cette activité-là, avec notre entreprise, on avait un chiffre d'affaires de 3 ou 4 000 dollars par mois, ça dépendait. Et pour donner un équivalent salaire, 3 ou 4 000 dollars de chiffre d'affaires, si on prend tout en salaire, ça fait à peu près 750 euros par mois chacun, sachant qu'on est deux. Il y a à peu près 50% d'impôts, donc ça fait 1500, 2000. Il y a de la TVA aussi. Et ensuite, on se divise ça par deux, donc ça fait à peu près 750 dollars par mois. Et à ce moment-là, on se versait pas de salaire, donc c'était un CA et on le gardait dans la boîte dans le but d'avoir un peu de sous pour pouvoir payer des dépenses ou etc. Réinvestir. Et en semaine, du lundi au samedi, je travaillais de 8h à 20h avec une journée découpée en trois morceaux. De 8h à 12h, je travaille. De midi à 12h30, je mange une barre repas et je lis des newsletters, donc je fais une pause.
De 12h30 à 16h, je travaille de nouveau. De 16h à 16h30, je fais une pause. Dans cette pause, je mange une barre de repas et je lis des newsletters. Et ensuite, de 16h30 à 20h, je retravaille. Et à la fin, après 20h, voilà, c'est la fin de la journée. Enfin, souvent, des fois, je retravaille après, mais on va dire rien d'obligatoire. Enfin, je me donne pas pour objectif de travailler après 20h. Et donc ça, c'est du lundi au samedi fin 2021. Et un. Et le dimanche, je donnais des cours particuliers. C'est des cours particuliers de maths pour élèves en prépa. Et avec ces cours particuliers, je gagnais à peu près 1500 euros net par mois, avec quand même comme note importante le fait que de juin, on va dire, à septembre, ou de mi-juin jusqu'à mi-septembre, j'ai pas de revenus. Donc si on annualise le revenu par mois, ça fait plus 1250 euros net par mois annualisé. Et ma journée du dimanche était organisée de la manière suivante. De 9h à 11h, je fais tout ce qui est corvée. Pour moi, ce que je considère comme des corvées, donc je vais courir 20 minutes. Ça, c'est une habitude que j'ai prise fin 2021. Je vais faire mes courses. Alors, j'utilise une application de livraison de courses qui s'appelle Flink. Et je fais tout ce qui est lessive, nettoyage de chambre, etc. Et ensuite, après 11h, je démarre ma journée de cours particulier jusqu'à 17h30 à peu près. Donc voilà pour l'organisation de ma semaine fin 2021. Maintenant que les rappels sur ma situation fin 2021 ont été faits, je vais vous parler de mon année 2022. Et je vais commencer par vous parler du premier trimestre de mon année 2022, donc de février à mars. Donc pendant le premier trimestre de l'année 2022, le chiffre d'affaires de notre entreprise a descendu. Fin 2021, on avait un chiffre d'affaires de 3-4 000 dollars par mois. Et premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires est tombé progressivement à 1500 dollars par mois. Donc ce qui fait à peu près, si on se payait un salaire, 350 euros par mois net chacun. Et comme c'est un salaire pas suffisant pour en vivre, c'est l'objectif, mais bon, à ce moment-là, en tout cas, l'objectif est de tirer un salaire suffisant pour en vivre, mais comme l'objectif n'est pas atteint, on se dit, ben, plutôt que de se verser un petit salaire, laissons dans la boîte et utilisons cet argent-là pour des dépenses potentielles ou pour autre chose. Et on peut se demander aussi comment ça se fait que le chiffre d'affaires a pas mal baissé début premier trimestre 2022. Et ça peut être expliqué par plusieurs raisons. La première, c'est que le marché crypto a beaucoup baissé au premier trimestre 2022 et même au cours de toute l'année 2022. Et la deuxième raison aussi, c'est qu'il y avait de plus en plus de concurrence sur la blockchain sur laquelle on arrivait. Donc, bah forcément, les gens vont moins sur nos produits. Donc voilà, début 2022, le chiffre d'affaires a pas mal baissé. À ce moment-là, on travaillait sur plusieurs choses différentes dans la boîte. On travaillait sur les produits déjà existants, donc correction de bugs, amélioration, nouvelles fonctionnalités. Et aussi, on commençait à travailler en arrière-plan sur de nouveaux produits qu'on pense prometteurs. Donc dans le but de potentiellement générer de nouvelles sources de revenus qui, elles, seraient meilleures. Le premier trimestre 2022, ça a aussi été une période bien dure pour moi. J'avais le moral dans les chaussettes à ce moment-là parce qu'on travaillait plein temps sur la boîte depuis septembre 2019, donc depuis 2 ans et demi. On avait testé des tonnes et des tonnes de choses différentes, hors crypto et dans les cryptos, et on était toujours à un CA, enfin toujours, on atteignait à peine un CA de 1500 dollars par mois, donc à peu près 350 euros de salaire. Et donc, tout cet effort-là pendant 2 ans et demi pour juste ce résultat-là actuellement, enfin à ce moment-là en tout cas, ça me pesait un peu sur le moral. Et en plus, en premier trimestre 2022, on travaillait énormément, voire même plus que l'année d'avant. La raison, c'était que quand même, en 2021, on gagnait aucun chiffre d'affaires pendant la majorité de l'année, on n'avait aucun chiffre d'affaires. Fin 2021, on commençait à avoir du chiffre d'affaires, on a atteint 3-4 000 dollars de chiffre d'affaires par mois vers la fin de 2021. Et là, ok, ça avait baissé, mais je me disais, ok, je sens que la boîte potentiellement, elle peut décoller. C'est juste là une petite baisse, mais ça se trouve derrière il va y avoir une grosse montée. Et donc, ce qui faisait que j'ai redoublé d'efforts à ce moment-là. Je travaillais déjà toutes les journées de ma semaine sur la boîte, mais en plus, la majorité des soirs, quand j'avais rien, entre guillemets, je travaillais sur la boîte dans le but de continuer à faire avancer. Et les autres soirs où je travaillais pas sur la boîte, je travaillais sur les vidéos sur mon année, donc sur mon année 2021, donc écriture, enregistrement, montage, etc. Et pour vous dire à quel point j'ai travaillé à ce moment-là, genre je pense que dans les 3 mois, le premier trimestre, je suis sorti maximum 10 soirs de ma chambre voir des gens quoi.
Donc je travaillais soit tout le temps sur ma boîte, enfin on va dire tout le temps sur ma boîte, et le peu de temps où je travaillais pas sur la boîte, c'était pour monter les vidéos, etc. Donc ça a vraiment été une période très très intense. Et en plus du travail et du moral, il y avait quand même du stress, parce que avec le marché qui baisse, plus des concurrents, etc., il y avait le stress de vouloir continuer à se développer et de faire réussir la boîte, quoi. Et donc à ce moment-là, j'étais vraiment très très stressé. Tellement stressé pour vous dire à quel point j'étais stressé que j'avais mal dans les avant-bras. Je sentais que mes avant-bras étaient tendus en permanence. Genre j'étais obligé de secouer mes avant-bras, des fois pour les détendre, etc. Tellement j'étais stressé, quoi. Enfin bref, c'était vraiment le premier semestre, le premier trimestre 2022, c'était vraiment une période très compliquée mentalement. Le jeudi 24 février, il y a le début de la guerre en Ukraine. Le soir du 24, on s'appelle avec Jacob et on se demande comment est-ce qu'on pourrait faire pour aider l'Ukraine. Donc on commence par s'inscrire sur des groupes Facebook ukrainiens pour voir ce qui se raconte. On se met à suivre pas mal d'Ukrainiens sur Twitter aussi. On liste nos compétences pour voir quelles compétences on a qui pourraient aider. Donc dans notre cas, on liste informatique et crypto, les crypto-monnaies. Mais à ce moment-là, le jeudi soir, on n'a pas d'idée concrète de comment est-ce qu'on pourrait faire pour aider l'Ukraine à part avec des dons. Le vendredi soir, on se rappelle de nouveau, on rediscute dans le but d'essayer de voir si on a des idées cette fois-ci. Mais on discute et on se rend compte qu'on n'a pas de nouvelles idées concrètes. Mais c'est pas grave, on continue à discuter, à s'envoyer des messages et à lire ce qui se passe sur la guerre en Ukraine. Le samedi soir, cette fois-ci, on se rappelle et on a enfin une idée concrète. On se dit que nos compétences en crypto-monnaie, on va pouvoir les utiliser pour aider l'Ukraine. Et l'idée qu'on a le samedi soir, c'est d'organiser une levée de fonds sur la blockchain Elrond. Donc la blockchain Elrond, c'est la blockchain sur laquelle notre entreprise est basée et se développe. Donc l'idée, c'est d'utiliser tous les moyens mis à disposition par la blockchain pour motiver les gens à donner pour l'Ukraine. Cette initiative, on va l'appeler EGLD for Ukraine. Donc EGLD pour l'Ukraine. Et EGLD, c'est le nom de la crypto-monnaie native de la blockchain Elrond. Donc grosso modo, c'est d'inciter les gens à donner la crypto qu'ils ont, la crypto principale de cette blockchain-là, donc de donner une partie de la crypto qu'ils possèdent pour l'Ukraine. Donc, bon, le nom est assez simple, mais j'explique juste parce qu'il y a des termes anglais. Donc l'idée, c'est donc de créer une initiative qui s'appellera EGLD for Ukraine, où les gens donneront de leur crypto-monnaie pour l'Ukraine. Et après, la question la plus importante, c'est, ok, c'est potentiellement un gros truc si on veut le mener à bien, donc quel est le temps qu'on s'autorise à s'allouer à ça? On ne peut pas y passer non plus des mois. Donc on se dit, on se donne une semaine à temps plein pour préparer la levée de fonds, puis ensuite on se donne une semaine à temps plein aussi pour réaliser la levée de fonds. Donc le samedi soir, on a un plan concret qu'il va falloir bien sûr continuer à détailler, mais on a une idée concrète de comment est-ce qu'on pourrait aider l'Ukraine avec les crypto-monnaies. Et on se dit qu'on commence dès la semaine prochaine. Donc le lundi matin de la première semaine, on se met au boulot et on commence par essayer de définir concrètement qu'est-ce que va être l'initiative, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va produire. Et on se dit que le plus simple, c'est de juste faire une simple page web, une seule page web, dans laquelle on mettra toutes les incitations, toutes les choses qu'on a à dire concernant l'initiative. Et donc on réfléchit plus en détail et on se dit qu'il y a plusieurs choses à mettre dans cette page web. La première chose qu'on décide qu'on va mettre dans la page web, c'est un onglet donors en anglais. Et l'idée, c'est que ça va être un classement des donneurs. Donc quand quelqu'un fera une donation, il pourra décider à ce moment-là de joindre, s'il en a envie, un nom, son compte Twitter et un message. Et l'idée, c'est que plus la donation va être grande, et plus la donation sera mise en avant. Elle apparaîtra haut dans le classement, et donc elle sera mise en avant. Et donc la donation, le nom, le Twitter et le message du donneur seront mis en avant. Et ça peut être intéressant pour plusieurs raisons. Les gens peuvent, un peu par esprit de compétition, vouloir donner plus pour apparaître plus haut dans le classement. Donc ça peut inciter les gens de manière générale à donner plus. Et puis surtout, ça peut inciter les projets à donner plus. Parce qu'un projet, il a potentiellement envie d'avoir de la visibilité pour obtenir des clients, des utilisateurs. Et donc ici, l'idée, c'est que plus il donne, plus il apparaît haut, donc plus il obtient de la visibilité, et mieux c'est pour lui. Et en gros, l'idée, c'est on permet aux gens de se faire de la pub sur la page, et l'argent généré avec la pub va être redirigé vers l'Ukraine. Donc ça, c'est la première idée, c'est de faire un onglet donneurs, avec un classement des donneurs. La deuxième idée, c'est de faire un onglet milestones en anglais, donc étape importante. Et dans cet onglet-là, on affichera 10 étapes de donation collective
euh, importantes. Donc la première étape, ça serait par exemple une fois que tout le monde a donné 10 EGLD, donc à peu près 1 500 $ à ce moment-là. La deuxième, ça serait 50 EGLD, 80 EGLD, 100 EGLD, etc., etc. Et la plus grande étape, ça serait 250 EGLD, c'est-à-dire 37 000 $. Donc dans cette page-là, il y aurait les 10 étapes de donation collective. Et à chaque fois qu'une étape de donation collective est atteinte, ça débloque des prix qui seront offerts aux donneurs. Plus un donneur aura donné beaucoup, et plus grande sera sa probabilité d'obtenir un prix. Et les prix seront offerts par d'autres projets de la blockchain. Et donc l'idée, c'est de donner une incitation supplémentaire à donner, parce que plus on donne, plus la collectivité donne, et plus de prix sont débloqués pour les donneurs. Et ça permet aussi de rendre le truc plus fun, et de permettre de créer plus d'interactions encore sur les réseaux sociaux, etc. Puisque les projets vont donner des prix, vont en parler, et les donneurs vont être un peu plus récompensés, vont parler des prix qu'ils reçoivent, etc., etc. Donc la deuxième idée, c'est donc un onglet Milestones, dans lequel il y aurait une progression collective sur les donations, et à chaque nouveau palier atteint, des prix sont débloqués. Enfin, la troisième idée, ça serait de créer une collection de 10 badges de donation individuelles. L'idée ici, c'est de créer 10 niveaux de donation, mais cette fois-ci individuels, non pas collectifs. Donc le premier niveau de donation, ça serait 0,1 EGLD, donc à peu près 15 $ à ce moment-là. Ensuite, il y aurait 0,5 EGLD, 1 EGLD, 2, 3, 5, 7, 10, 20. Et enfin 200 EGLD. 200 EGLD, c'était 30 000 $ à ce moment-là. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'une personne atteint ce niveau-là de donation, à l'échelle individuelle donc, il débloque un badge de donation. Et chaque badge de donation, ça serait un portrait de cigogne blanche de plus en plus stylé. La cigogne blanche, pourquoi les cigognes blanches? Parce que c'est l'oiseau national ukrainien. Donc l'idée en gros c'est de rajouter une incitation, cette fois-ci à l'échelle personnelle, de donner plus pour débloquer un badge de donation plus stylé et avoir un meilleur souvenir encore et garder un meilleur souvenir encore de cette initiative, de cet événement. Une fois qu'on a décidé concrètement ce qu'on allait mettre dans la page, il fallait déterminer où est-ce qu'on va publier cette page-là. Donc il y avait le choix entre soit la publier sur un nouveau site internet, soit la publier sur le site internet de notre entreprise, Arda. Et on s'est dit que le mieux c'était de la publier sur le site internet de notre entreprise parce qu'on a déjà du trafic sur ce site-là et que donc si on met un lien dans le menu de navigation et si on le met même en premier lien dans le menu de navigation, on va forcément transférer une bonne partie du trafic qu'on a vers l'initiative. Et étant donné le peu de temps qu'on a pour faire toute cette initiative-là, ça semblait être le meilleur rapport temps-efficacité qu'on pouvait avoir. Donc à ce moment-là, on avait décidé concrètement ce qu'on allait mettre dans la page et où allait se mettre et où est-ce qu'on allait publier la page. Et donc, on s'est mis dans la réalisation de la page web. Et donc, il y avait énormément de choses à faire pour réaliser cette page web-là. Il fallait qu'on rentre en contact avec un maximum de projets et qu'on les convainque d'offrir un maximum de prix. Il fallait qu'on trouve un bon designer qui accepterait de faire la collection de badges gratuitement et qu'on supervise la réalisation. Il fallait qu'on fasse un smart contract qui collecterait les donations des gens et qui enverrait les badges individuels aux gens quand ils franchissent le bon niveau de donation. Il fallait aussi qu'on fasse du coup une page web qui listerait tous les donneurs en temps réel, qui listerait aussi tous les prix en temps réel, qui transmettrait les donations au smart contract et qui afficherait les badges de donation de l'utilisateur. Et donc, on avait énormément de choses à réaliser et pour ça, on a vraiment travaillé comme des fous pendant cette semaine-là. Franchement, je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie pendant une semaine. Du lever au coucher, je travaillais. Enfin, il y a juste le temps pour manger et pour dormir et sinon tout le reste, vraiment, on travaillait sur ça. Le seul truc auquel j'ai fait vraiment attention, c'est de dormir assez, de manger assez et de bien manger, etc. pour pouvoir durer quand même et pouvoir travailler à fond toute la semaine. Et la raison pour laquelle on a vraiment autant taffé, c'est qu'on voulait vraiment réussir au mieux cette initiative-là, mais en même temps, on s'était fixé quand même une deadline très courte parce qu'on voulait pas non plus s'éterniser sur ça. Et donc, bref, c'était une période très très intense avec beaucoup de travail, mais bon, enfin, je veux dire, on était totalement OK avec ça, quoi. Et donc, du coup, à la fin de la première semaine, on a réussi à récolter plein de prix de plein de projets différents. Donc, on était très contents et on était très contents d'y être arrivé et que plein de projets aient envie de participer à l'initiative. On a aussi réussi à finir le smart contract. On a fait à peu près 80% de la page web et toutes les choses importantes. Il restait que quelques trucs assez moins importants à finir. Et on a aussi réussi à trouver un designer donc pour faire les badges de donation individuelle. Merci beaucoup à lui d'ailleurs. Et à ce moment-là, il y avait à peu près 50% de la collection de badges qui était finie.
Et donc on était assez content avec déjà ce qu'on avait réussi à faire à la fin de la première semaine et on se disait que c'était bon, on pouvait quand même lancer l'initiative la deuxième semaine et que au pire les derniers trucs qui restent on allait les rajouter au cours de temps quoi. Et c'était pas très grave. Et donc le lundi matin de la deuxième semaine, on a partagé l'initiative publiquement, ça y est, c'était lancé. Donc le début de la deuxième semaine, on a fini la page web, on a aussi fini la collection de badges et on l'a ajouté à la page web. Donc on a en gros fini les trucs qui restaient à faire concernant l'initiative. Et puis après, le reste de la semaine, bah, on a essayé de faire un maximum de bruit. On a fait un maximum de tweets possible, un maximum d'envoi de messages, de démarchage, de bruit. Enfin vraiment un maximum de bruit pour partager l'initiative et pour que un maximum de gens la voient. Il y a aussi pas mal d'autres projets qui ont d'eux-mêmes partagé l'initiative, qui ont relayé les informations, etc. Donc merci beaucoup à eux. Et on a continué à démarcher de nouveaux projets pour continuer à obtenir plus de prix, pour continuer aussi à les inciter à se faire de la pub sur la page de donation, etc., etc. Et petit à petit, au cours de la semaine, ben, les étapes de donation collectives ont été franchies. Et donc, du coup, à chaque fois qu'une étape de donation a été franchie, ça débloquait plein de prix, on l'annonçait et ça déclenchait d'autres donations, etc., etc. Et ben, à la fin de la semaine, on a réussi à récolter 330 EGLD. Donc, à ce moment-là, ça valait 49 000 dollars. Donc, ben, on était vraiment extrêmement contents. Tous les paliers de donation étaient franchis. Et à la fin de la semaine, ben, on a clôturé la dernière semaine de l'initiative. Une fois que l'initiative a été clôturée publiquement, il nous restait quand même quelques petits trucs à faire. Bah déjà, les EGLD, il fallait qu'on les envoie aux associations ou aux Ukrainiens. C'est super d'avoir collecté les 330 EGLD, mais s'ils restent dans notre smart contract, ça ne sert pas à grand chose. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré les fonds sur une autre blockchain, beaucoup plus grosse, qui s'appelle Ethereum, parce que sur cette blockchain-là, il y avait pas mal d'associations ukrainiennes qui avaient un compte crypto-monnaie sur cette blockchain. Donc du coup, on a transféré les crypto-monnaies sur la blockchain Ethereum et on les a transférées aux associations pour lesquelles les gens voulaient donner les fonds. Ça, donc c'était la première étape, c'était distribuer les EGLD, l'argent collecté aux associations ukrainiennes. Et ensuite, la deuxième étape, ben, ça a été de distribuer les prix aux donneurs. Parce que comme je vous le disais, à chaque fois que qu'un niveau de donation collectif était atteint, ça débloquait des prix qui allaient ensuite être distribués aux donneurs. Et donc la deuxième étape, c'était de distribuer les prix aux donneurs. Et une fois que ben, tout ça a été fait, on avait enfin fini toute l'initiative. Et à ce moment-là, on était vraiment complètement épuisé, donc on s'est autorisé à se prendre une journée totale de repos le lendemain. Une remarque importante que je me suis faite une fois qu'on a fini cette initiative EGLD for Ukraine, c'est que on n'aurait jamais été capable de lever autant d'argent, 50 000 dollars, en aussi peu de temps, 2 semaines, si on n'avait pas eu à notre disposition les blockchains et les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les blockchains et les crypto-monnaies et les smart contracts en particulier, on peut en fait créer des produits financiers très poussés et en un temps record. C'est-à-dire qu'on a pu créer une page web liée à un smart contract qui permet de débloquer des prix, de faire un classement de donneurs, de débloquer des badges de donation, tout ça de manière très sécurisée et très simple à coder. Bref, et à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que, enfin, toute la puissance je le savais déjà, mais ça m'a vraiment permis de concrétiser cette idée-là que ben, les blockchains et les crypto-monnaies peuvent être très très utiles pour créer des produits financiers, pour créer des initiatives financières. Une fois EGLD for Ukraine terminé, on était déjà fin mars, à peu près mi-fin mars, et ben on s'est tout simplement remis à bien taffer sur Arda, notre entreprise. Mais à ce moment-là, il y a un truc très important qui a changé, c'est que j'avais plus aucune pression en fait. On s'est remis à taffer beaucoup, mais à ce moment-là, j'avais plus aucune pression. Je sais pas, la guerre en Ukraine m'a fait réaliser en fait, m'a fait relativiser qu'il y avait bien pire que ma situation et que ça valait pas le coup de se stresser pour ça et que, enfin voilà, c'est pas grave quoi. Bref, donc après l'initiative EGLD for Ukraine, on s'est remis à taffer et cette fois-ci avec beaucoup moins de pression. Je vais maintenant vous parler de mon deuxième trimestre 2022, c'est-à-dire d'avril à juin. Dans le deuxième trimestre 2022, on s'est lancé dans la réalisation du bilan comptable pour notre année 2021. En fait, en 2019 et 2020, on n'avait eu aucun revenu, donc la déclaration était ultra simple. Mais en 2021, on avait eu quelques revenus sur la fin de l'année, et donc cette fois-ci, on avait besoin d'un comptable pour faire la déclaration. Et cette déclaration, on devait la faire pour fin mai. Donc on s'est mis à la recherche d'un comptable. On a contacté un premier expert comptable, mais il n'a pas souhaité faire le bilan en fait de notre entreprise
parce qu'ils s'y connaissaient pas assez en crypto-monnaie et dans la législation des crypto-monnaies. Donc bah c'est pas grave, on a continué à chercher, on a contacté un deuxième puis un troisième expert comptable qui pareil ont refusé parce qu'ils s'y connaissaient pas assez dans la législation des crypto-monnaies. On a continué, on a cette fois-ci contacté un quatrième expert comptable, expert en crypto-monnaie. Le seul truc c'est qu'il était un peu trop cher pour nous à ce moment-là, parce que c'était je crois 4 000 € pour faire le bilan, et 4 000 € ça représentait à peu près 50% des fonds qu'on avait à ce moment-là. Donc bah, on a continué et on a fini par tomber sur un cinquième expert comptable qui s'y connaissait aussi en crypto-monnaie et qui était moins cher pour nous, beaucoup moins cher pour nous. C'était 2 000 €. Et bon, 2 000 € ça reste une somme assez importante encore, hein, c'est un quart. Mais de toute façon, on était obligé de le faire et on n'avait plus beaucoup de temps aussi. Et puis on pensait qu'on n'allait pas réussir à trouver moins cher pour le type de boîte qu'on avait, quoi. Donc ben, fin avril, mi-avril, pardon, on a décidé de travailler avec lui pour le bilan. 2 semaines plus tard, donc début mai, ben, il avait fini le bilan. Et donc, on a pu voir l'état des finances de notre entreprise, au propre en tout cas, le voir au propre. Donc, on avait fait en 2021 10 000 € de bénéfices de janvier à décembre. Et une entreprise est taxée sur les bénéfices. Elle est taxée à hauteur de 15% sur les bénéfices. Donc, ça veut dire que sur ces 10 000 €, on avait 1 500 € d'impôts à payer à l'État. Et aussi, il fallait qu'on paye les 2 000 € pour l'expert comptable. Et un petit détail, alors ça a l'air d'être un petit détail, mais en fait c'est un truc très important, c'est que les 10 000 € de bénéfices, on les avait gardés en crypto-monnaie. En fait, on n'a pas vraiment gagné en 2021 des euros, on a gagné des crypto-monnaies, des EGLD en particulier. C'est-à-dire que les gens nous payaient en EGLD. Et ces EGLD-là, à chaque instant du temps, à chaque instant, ils ont un équivalent en euros. Donc dans le bilan, le comptable, lui, il regardait à chaque fois, à chaque instant, l'équivalent euro des EGLD. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'on avait 10 000 € de bénéfices évalué en euros. Mais le truc, c'est que on a été payé en EGLD et on a conservé les EGLD. En fait, on ne les a pas convertis en euros quand on était payé en EGLD. Et le problème, c'est que début 2022, le prix de GLD, il a baissé de manière significative. Et donc très rapidement, on a vu que nos bénéfices, ils diminuaient si on prenait leur valeur euro. Et je crois qu'ils sont passés assez rapidement de 10 000 € à 8 000 €. Et donc, on a décidé, quand on voyait que les bénéfices baissaient, de convertir les EGLD en USDC, qui sont des dollars sur la blockchain, dans le but de limiter la casse. Mais le truc, c'est que l'État, lui, il s'en fiche. Il regarde quand est-ce qu'on a reçu les EGLD, quelle était leur valeur en euros à ce moment-là, et il en déduit nos bénéfices comme ça. Donc si on avait 10 000 € de bénéfices en EGLD, mais que le prix de l'EGLD baisse, et que maintenant nos EGLD valent plus que 8 000 €, on va quand même payer des impôts sur les 10 000 € de bénéfices. Bref, donc c'est un petit détail, mais ça a l'air d'être un petit détail, mais ça a quand même une grosse importance pour l'entreprise. Et donc finalement, on n'a pas payé 15% d'impôts plus 2 000 € sur les 10 000, mais plutôt sur les 8 000 finalement. Donc ce qui fait qu'à la fin, il nous restait plus que 4 500 € dans la boîte. Et une fois que le comptable a fait le bilan, la dernière étape, c'était de payer le comptable et l'État. Mais là, en fait, ça a été méga galère pour nous parce que, comme je vous disais, on n'avait pas des euros, on avait d'abord des EGLD sur la blockchain, puis après ces EGLD-là, on les a convertis en des dollars sur la blockchain. Mais notre argent était sur la blockchain. Et donc, il fallait, pour qu'on paye l'État et le comptable, rapatrier l'argent sur la blockchain vers un compte bancaire normal, le compte bancaire de notre entreprise. Et là, c'était vraiment pas évident. Et on a vraiment beaucoup galéré. Il fallait qu'on se crée un compte professionnel sur un échangeur de crypto-monnaies, Binance ou Binance en français. Ça nous a pris 4 semaines pour être créé. À cause de ça, on a dû demander une rallonge à l'État pour payer, etc., etc. Enfin bref, c'était plein de galères. Après, sur Binance, ils supportaient que les dollars, donc on a dû faire une conversion. On a dû se payer en dollars vers notre compte bancaire, mais ça a pris beaucoup plus de temps. Puis sur notre compte bancaire, convertir en euros. Enfin bref, c'était vraiment une grosse galère. Mais à la fin, on a réussi à bien payer le comptable et l'État, et on en avait fini concernant le bilan. Et donc, l'enseignement très important qu'on a tiré de cette expérience, c'est que c'était important de ne pas garder les fonds de notre boîte en monnaie volatile, donc en EGLD. C'est-à-dire qu'à titre personnel, c'est OK de posséder des EGLD et d'avoir de la volatilité. Mais pour une boîte, c'est vraiment pas ouf parce que chaque année, la boîte va être imposée sur les bénéfices. Et ces bénéfices-là seront calculés sur la valeur euro à l'instant où l'argent a été reçu. Et comme ça peut varier au cours du temps, etc. Enfin bref, ça implique tous les problèmes que je vous ai décrits. Et du coup, après ça, on s'est mis à fréquemment convertir nos revenus en des dollars et à les rapatrier sur notre compte bancaire. Donc ça, c'était concernant le bilan comptable. Et sinon, pendant le deuxième trimestre 2022, on a continué à travailler sur Arda, évidemment. Donc on a continué à améliorer les produits existants.
on a continué à investiguer de nouveaux produits potentiels. Et aussi, on a travaillé à différents endroits. Moi, j'ai passé une semaine dans la maison de mon cofondateur, donc de Jacob. On a travaillé de chez lui. Puis on a aussi travaillé une semaine depuis la maison d'un autre ami. Et bah, c'était très cool. Le deuxième trimestre, c'était vraiment très cool. Et fin juin, ben, c'était la fin de l'année scolaire. Donc ça veut dire que les cours particuliers que j'avais le dimanche se sont arrêtés. Et donc ben, c'était la fin des revenus que je tirais de ça. Je vais maintenant vous parler de mon troisième trimestre 2022, c'est-à-dire de juillet à septembre. Début juillet, on a eu une idée pour Arda. On s'est dit qu'on allait lancer un service d'audit de smart contract. Donc un smart contract, c'est quoi? C'est un programme qui tourne sur la blockchain et qui gère l'argent des gens. Donc le truc, c'est que s'il y a un bug ou une faille dans le smart contract, ben, les gens qui ont déposé leur argent dans le smart contract peuvent perdre leur argent. Donc à cause de ça, sur les autres blockchains, il y a plein de firmes d'audit de smart contract, c'est-à-dire des entreprises qui sont payées pour relire le smart contract et vérifier qu'il n'y a pas de bug ou de faille de sécurité dedans. Mais sur la blockchain sur laquelle on est, Elrond, il n'y en a pas à ce moment-là. Et donc on se dit, avec Arda, en fait, on a déjà eu beaucoup d'expérience dans la réalisation de smart contracts. Ben, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas nous-mêmes des services d'audit? Et donc ben, immédiatement, on décide de tester l'idée et on contacte 10 projets, 10 entreprises pour leur proposer notre service d'auditeur. Et on décide de le proposer à petit prix pour augmenter les chances d'avoir des premiers clients. Donc sur les 10 entreprises, 10 projets qu'on a contactés, 2 acceptent. La première boîte a 2 smart contracts à nous faire auditer et la deuxième boîte a 4 smart contracts à nous faire auditer, donc 6 audits en tout, 6 smart contracts à auditer en tout. Et pour ça, au total, on facture 2 900 $. Et à ce moment-là, on décide de leur faire payer seulement 30% au début et 70% à la fin. Et vous allez voir que ça nous a posé quelques problèmes. Et donc, ben, une fois que les projets ont accepté, on démarre les audits. Mi-juillet, j'ai pris une semaine de vacances avec des amis. Ça a fait vraiment du bien. La dernière moment de vacances, c'était en décembre 2021, donc 6 mois auparavant. Donc bref, j'ai pris une semaine pour souffler et ça m'a fait beaucoup de bien. Fin juillet, on a été contacté par le CEO de la blockchain sur laquelle Arda fonctionne. Ça fait presque un an qu'on développe sur la blockchain et donc lui, il s'est dit ben, je vais les contacter juste pour discuter et faire un appel de prise de connaissance, quoi. Juste voilà, échanger, discuter, voilà, faire connaissance. Et donc du coup, on fait cet appel-là avec lui, on discute des choses sur lesquelles on travaille dans Arda. Il nous dit qu'il travaille il nous dit certaines choses sur lesquelles il travaille et il nous dit en particulier qu'il travaille sur une deuxième version de MyRExchange. MyRExchange, c'est quoi? C'est l'échangeur principal de crypto-monnaies sur la blockchain sur laquelle on se trouve. Ils ont sorti une première version de ça en novembre 2021. Et à ce moment-là, donc au moment de l'appel, ils travaillent en interne sur une deuxième version de cet exchange. Et ils ont rédigé un document décrivant le fonctionnement de cette nouvelle version. Et donc ils nous parlent de ça. Et nous, à ce moment-là, on se dit, ben, on a beaucoup déjà travaillé sur les échangeurs, on a beaucoup étudié les échangeurs. Et on lui propose ben, peut-être qu'on peut lui faire des retours sur le document, sur le papier en question. Et donc, rien n'est conclu de ça, mais enfin, voilà, on lui propose ça, quoi. Et on décide de rester en contact. Mi-août, le CEO de la blockchain nous recontacte. Donc si vous vous rappelez bien, fin juillet, il nous avait déjà contacté juste pour une discussion informelle. Il nous avait parlé du fait qu'il travaillait sur un papier décrivant la deuxième version de MyRExchange. On lui avait dit qu'on avait des compétences dans ça, etc. Et donc qu'on pouvait faire des retours dessus. Et donc là, en fait, il nous recontacte pour nous partager le papier décrivant le fonctionnement de la deuxième version de MyRExchange. Et il nous demande si on peut faire des retours dessus. Donc nous, on est content de voir qu'ils reviennent vers nous et qu'on puisse ben, collaborer un peu plus ou travailler un peu plus ensemble sur ça, sur ce sujet-là. Donc on est très content. Et les 2 jours suivants, on décide de les consacrer à lire en détail ce papier-là et faire des retours. Et donc concrètement, ben, on lit minutieusement le papier et après on crée un Google Doc dans lequel on note tous les retours qu'on a à faire dessus. Et on finit par leur partager le document. Fin août, le CEO de la blockchain nous recontacte de nouveau et il nous dit qu'ils ont beaucoup apprécié la liste des retours qu'on a fait sur le papier, qu'ils ont fait une nouvelle version du papier et ils veulent savoir si on serait chaud pour refaire des retours dessus. Donc nous, on est content qu'ils aient apprécié nos retours et qu'ils nous redemandent des retours, etc. et de continuer à collaborer. Donc on se dit, bah vas-y, on va le faire.
Donc les 2 jours suivants, on lit encore une fois en détail le papier, la nouvelle version du papier, on rédige tous les retours et on leur partage à nouveau ces retours-là. Le surlendemain, le CEO nous recontacte et il nous demande de faire un appel cette fois-ci. Et en fait, dans les nouveaux retours qu'on a fait, il y a quelques endroits où ils sont pas d'accord, etc. Et il se dit que c'est plus simple de le faire via un appel, de discuter via un appel. Et donc, on discute et on finit par les convaincre que oui, effectivement, c'est quand même mieux de faire ces retours-là, etc. Donc, ben, ils sont très contents. Et à la fin de l'appel, le CEO de la blockchain nous dit qu'il va nous proposer de collaborer plus étroitement. Début septembre, on finit enfin l'audit des 6 smart contracts qu'on avait démarré début juillet. C'était donc une boîte voulait qu'on audite 2 smart contracts et une autre boîte voulait qu'on audite 4 smart contracts. Donc début septembre, on finit enfin les audits de ces 6 smart contracts là. La première boîte nous paye les 70% restants, mais la deuxième boîte rechigne beaucoup à payer les 70% restants. On a dû beaucoup envoyer de messages, etc. Enfin, il y a des négociations, etc. Enfin bref, c'était très pénible. Mais elle finit par payer les 70% restants. Et du coup, de cette expérience-là, on tire l'apprentissage que bah, la prochaine fois, on demandera d'être payé dès le début, comme ça, bah, il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'à la fin, oui ou non, on sera payé quoi. Donc, on finit les 6 audits. On ajoute sur Arda, sur notre site web, une nouvelle page pour présenter notre service d'audit et on la publie. Donc, on publie les 6 audits publiquement. Et donc, c'est officiellement le lancement public de notre service d'audit. Et on a de retours très positifs dessus. Donc, début septembre, on est très content parce qu'on a déjà fait 6 audits, on a lancé ce service-là publiquement et on a des bons retours. Fin septembre, le CEO de la blockchain revient vers nous. Cette fois-ci, ils ont fait une 3e version du papier qui est beaucoup mieux, dans laquelle il n'y a plus de grosses choses, on n'a plus de gros retours à faire dessus, mais il reste quand même pas mal de petits retours. Et donc, ils nous proposent de finir la rédaction de certains passages clés du document. On accepte, et ils nous redisent à ce moment-là encore qu'ils vont nous proposer de collaborer plus étroitement. Et donc du coup, les 2 jours suivants, on finit la rédaction de ces passages clés du document et on leur envoie le document. Fin septembre 2022, ça a aussi été une période très dure moralement et mentalement pour moi. Je vous disais plus tôt dans la vidéo que début 2022, ça avait été une période dure mentalement et moralement. Je pense que septembre 2022, fin septembre 2022, c'était bien au-delà en termes de difficultés mentales et morales. Et le truc, c'est que en fait, l'année scolaire redémarrait, c'était septembre 2022, donc l'année scolaire redémarrait, et j'avais l'impression qu'il n'y avait toujours pas de progrès dans ma vie depuis le début, en fait. Depuis le début où j'avais démarré cette activité entrepreneuriale, j'ai l'impression d'être toujours dans la même situation, de pas de progresser. Par exemple, sur mon compte en banque, c'était toujours le même chiffre que je voyais. Genre, le chiffre que je voyais écrit en septembre 2022, c'était le même qu'en septembre 2021, c'était le même qu'en septembre 2020. Donc pas de progrès financier à titre personnel. Du point de vue de l'entreprise, ben, on avait toujours un chiffre d'affaires faible, le même chiffre d'affaires faible, c'est-à-dire que là, pendant l'été, ben, on avait réussi à faire 6 audits pour 3 000 $ sur 2 mois, et donc du coup, ça fait 1 500 $ de chiffre d'affaires par mois, ce qui est toujours un chiffre d'affaires très faible si jamais on veut en vivre. Je voyais aussi que j'avais toujours la même dette à rembourser auprès de l'ENS, une dette de 35 000 euros. L'ENS, c'est l'école dans laquelle j'ai fait mes études. Et donc, je voyais aussi que j'avais toujours la même petite chambre à Flatmates, à Ivry. Et donc, ok, j'étais content d'avoir déjà cette chambre-là parce que ça m'avait permis de ne plus rester chez mes parents dans un petit village du sud de la France paumé. Et ça avait été une opportunité incroyable pour moi pour pouvoir remonter sur Paris. Mais clairement, c'était pas l'endroit où j'avais envie de faire ma vie. C'était vraiment pas l'endroit où j'avais envie de vivre, quoi. Parce que je suis vraiment pas fan de la ville, que la chambre est quand même très petite, hein. C'est vraiment très cool, et encore une fois, je suis très content avec ça, mais la chambre est très petite, donc c'est pas non plus une chambre dans laquelle je suis super bien, je suis super à l'aise. Ivry, c'est aussi un peu loin de Paris quand même, finalement, genre il faut 35 minutes, 30-45 minutes pour aller dans Paris. Et donc du coup, comme je taffe beaucoup, et qu'en plus il faut ce temps-là pour y aller, pour revenir, bah, ça me donne vraiment pas envie de sortir le soir, et donc ça me m'aide vraiment pas à voir des gens et des amis, etc. Donc enfin bref, j'avais vraiment l'impression que ma situation ne progressait pas. Financièrement, pas de progrès financier à titre personnel, pas de progrès financier au titre de l'entreprise, toujours la même quantité de dettes, toujours le même endroit dont j'étais pas non plus ultra fan, où je vivais, etc. Donc pas de progrès. Et le truc le plus important, c'est que l'année redémarrait et j'avais vraiment pas l'impression qu'il y allait avoir du progrès de nouveau. J'avais vraiment l'impression que j'allais repartir dans le même schéma et refaire les mêmes choses et reavoir la même situation.
Parce que typiquement, à ce moment-là, c'était début septembre, donc c'était le moment où je devais. C'était fin septembre, donc c'était le moment où je devais décider est-ce que je recommence à faire des cours particuliers. Et si jamais je décide que oui, ben, du coup, je vais retrouver des élèves, mais ces élèves-là, je vais devoir les garder toute l'année. Donc déjà, je sais que ben, si je commence les cours particuliers à ce moment-là, je vais les faire au moins pendant une année supplémentaire. Et si je refais des cours particuliers, ben, ça va me prendre encore du temps dans ma semaine et ça va pas me pousser à aller vers une autre situation. Bref, donc à ce moment-là, il y avait cette question-là de cours particuliers et c'était pas très clair. Enfin, la solution la plus. En tout cas, le truc le plus. En tout cas, le truc le plus naturel à faire, c'était de recommencer ces cours particuliers. Et si je le faisais, ça allait me remettre sur la même direction et donc sur pas de progrès potentiellement. Mais il y avait quand même cette petite lueur d'espoir avec donc la blockchain qui nous avait le CEO de la blockchain qui nous avait contacté, qui avait dit qu'on allait collaborer plus étroitement, etc. Et donc à ce moment-là, en fait, fin septembre, je me dis bon, il va falloir que je recommence les cours particuliers, mais il y a potentiellement une autre opportunité, donc je vais attendre 2 mois. Pendant 2 mois, je ne vais pas redémarrer les cours particuliers, je vais voir comment ça se passe à côté. Et puis si jamais, en fait, l'opportunité avec la blockchain, avec le CEO de la blockchain, etc., ne se fait pas, ben, au pire, je redémarrerai les cours particuliers ensuite. Mais donc voilà, quand même, fin septembre 2022, c'était vraiment le moment le plus bas mentalement de toute l'année, de très loin, parce que j'avais vraiment l'impression que je stagnais complètement dans ma vie et que ben là, j'allais potentiellement repartir encore sur la même chose et continuer à stagner encore. Je vais maintenant vous parler du quatrième et dernier trimestre de mon année 2022, c'est-à-dire d'octobre à décembre. Début octobre, le CEO de la blockchain revient vers nous et cette fois-ci, il nous demande si on serait intéressé pour travailler 3 jours par semaine pour la blockchain. Donc il nous fait une proposition concrète de collaboration plus étroite. Donc on lui répond que oui, on serait très intéressé pour travailler pour la blockchain, mais que 3 jours par semaine, c'est peut-être un peu beaucoup pour nous et qu'on n'aurait pas plus assez de temps à consacrer à Arda et à notre entreprise. Et du coup, on lui dit est-ce que ça serait possible de plutôt travailler 2 jours par semaine. Et lui nous dit bah moi je suis pas chaud pour 2 jours par semaine parce que euh, vous n'aurez pas assez de temps, vous consacrerez pas assez de temps pour avoir une contribution significative sur la blockchain. Donc ben, on continue à discuter, etc. Et puis à la fin, on finit par se dire, ok, ben, on va tester 3 jours par semaine et on va voir comment ça se passe. Et si jamais ça se passe pas bien, si jamais ça nous va pas, ben, on changera, on fera évoluer la manière de collaborer. Donc ensuite, il nous demande ben, quelle contrepartie financière vous souhaiteriez avoir pour 3 jours par semaine. Donc on réfléchit et on lui fait une proposition. Il y a un petit peu de négociation qui a lieu et puis on finit par se mettre d'accord et trouver quelque chose qui va à tout le monde. Et l'étape d'après, ben, c'est concrétiser cet accord-là en signant des papiers. Donc le premier papier qu'on signe, c'est un accord de confidentialité qui nous empêche de révéler notre salaire ou toute autre information confidentielle. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que le salaire qu'on a avec ce contrat-là va me permettre d'être à l'aise financièrement. Euh, Enfin voilà, genre c'est tout et rien dire en soi, mais moi personnellement, je considère que ça va me donner un salaire qui me permettra d'être à l'aise financièrement. Ça, c'est le premier papier qu'on a signé, donc c'est un accord de confidentialité. Le deuxième papier qu'on a signé, bah, c'est un contrat de travail. Donc dans ce contrat de travail, Jacob et moi sommes prestataires, c'est-à-dire qu'on n'est pas salarié pour la blockchain, mais plutôt prestataire. Donc on est payé à l'heure et on n'est pas employé, on est juste prestataire, j'ai pas mieux. Et du coup concrètement, ça veut dire quoi? C'est que Jacob et moi, nous sommes créés des auto-entreprises. Moi j'en avais une depuis longtemps, mais Jacob en a créé une. Et on facture directement la blockchain, enfin l'entreprise qui fait tourner la blockchain, avec nos auto-entreprises. Et donc voilà, bah, on a signé les papiers, et donc bah, c'était bon, le contrat a été officialisé, et on a commencé notre première journée de travail le 13 octobre sur la blockchain. Et donc bah, à ce moment-là, c'était quoi notre mission pour la blockchain? Bah, à court terme, le but c'était de se charger de finir la rédaction du papier de la version 2 de MyExchange. Donc si vous vous rappelez bien, le CEO de la blockchain nous avait contacté parce qu'il faisait une nouvelle version, une V2 de MyExchange. Ils avaient rédigé un document pour expliquer les changements qu'ils allaient faire. Ils nous avaient demandé de faire des retours, etc. etc., etc. Et donc là, notre travail, c'était de se charger de la fin de la rédaction de ce document-là. Ensuite, il fallait aussi qu'on se charge de relire le code des smart contracts de cette nouvelle version-là. Le but, c'était de faire une sorte d'audit, donc de vérifier qu'il n'y avait pas de faille de sécurité et aussi de vérifier si les smart contracts suivaient bien la spécification qui était décrite dans le papier. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Ensuite, il fallait aussi qu'on choisisse des constantes mathématiques dans les smart contracts, qu'on les choisisse bien.
Et ensuite, il fallait aussi qu'on règle d'autres choses pour s'assurer le bon design et fonctionnement. Donc grosso modo, notre travail, c'était de finir la rédaction du papier et s'assurer que ce papier-là est bien implémenté partout, quoi. Et la dernière petite chose à noter, c'était que Maillard Exchange V2 était prévu d'être mis en ligne pour début décembre. Donc à ce moment-là, on était 13 octobre, donc il restait un peu moins de 2 mois, quoi. Donc, et il restait encore pas mal de boulot, donc ça veut dire que ça allait être encore une période très intense. Mais on était très content d'avoir fait ce deal-là avec la blockchain et de commencer cette nouvelle activité avec eux. En parallèle de cette nouvelle activité qu'on avait pour la blockchain, on a continué à travailler tout autant sur Arda dans le temps restant. Donc concrètement, on travaillait 3 jours par semaine pour la blockchain et 4 jours par semaine pour notre boîte. Et comme j'avais plus les cours du dimanche, ça me libérait un jour. Donc finalement, j'avais 7 jours dans la semaine, 3 jours pour Elrond, 4 jours pour la boîte. Et pendant ce temps-là, donc en octobre, on a continué à réaliser plusieurs audits pour des projets. On a obtenu donc quelques milliers de dollars de trésorerie. Et le truc très important, c'est que comme maintenant on avait des salaires avec la blockchain, avec l'entreprise qui développe la blockchain, et on a décidé qu'on n'allait plus chercher à se verser de salaire et que juste on allait tout réinvestir dans la boîte et plutôt chercher à payer des freelances pour qu'ils développent des fonctionnalités et qu'ils améliorent de manière générale notre produit, quoi. Et donc en gros, il y a eu un gros shift là à ce moment-là de on aimerait bien se payer à on oublie de se payer, juste on est déjà payé par la blockchain et ça nous va. On garde l'argent pour notre boîte et plutôt cet argent-là, on va l'utiliser pour payer des gens pour que eux ils continuent à développer des fonctionnalités. Et donc, on se met à la recherche aussi de freelance à ce moment-là. Début novembre, on est allé à la conférence Elrond. Donc Elrond, c'est le nom de la blockchain pour laquelle on travaille. Et donc, début novembre a eu lieu la première conférence officielle de la blockchain organisée par l'entreprise qui développe la blockchain. Elle a eu lieu du 3 au 5 novembre, donc elle a duré 3 jours. Elle avait lieu à Paris, au Palais Brognard. Et ça a été vraiment un moment génial pour nous parce que il y avait plein de personnes différentes de l'écosystème qui travaillaient sur la blockchain. Par exemple, il y avait toute l'équipe Elrond qui y était. Donc on a rencontré en fait nos nouveaux collègues de travail. Il y avait plein de fondateurs de projets sur la blockchain et donc c'était vraiment très enrichissant de rencontrer tous ces gens-là et de discuter avec eux. Et c'était aussi super pour toutes les présentations qu'il y a eu. Le premier jour, il y a eu que des présentations faites par l'équipe d'Elrond. Et ils ont annoncé une grosse chose. Ils ont annoncé que la blockchain se renommait et qu'il allait avoir aussi pas mal de. Enfin, que tous les produits allaient être renommés et qu'il allait avoir des changements assez fondamentaux dans la manière de se vendre et de présenter la blockchain. Et donc, en gros, la blockchain se renomme de Elrond, donc à ce moment-là, elle s'appelait Elrond, en un nouveau nom qui est Multiversix. Et Maillard Exchange, sur lequel on travaillait, allait se renommer en X-Exchange. Donc c'était pas juste des annonces de renommage, c'était des annonces de renommage, restructurage et partage de nouvelles visions pour la blockchain, quoi. Donc c'était des trucs assez importants et fondamentaux pour la blockchain. Donc là c'était le premier jour, il y a eu que des présentations faites par l'équipe d'Elrond pour annoncer toutes ces nouveautés, tous ces changements. Et le deuxième et troisième jour, il y avait cette fois-ci des présentations faites par les projets. Et notamment le deuxième jour, j'ai participé à une petite discussion on stage, donc sur le plateau, de 40 minutes avec certaines personnes de l'écosystème. Et c'était vraiment très cool. Je mets le lien en description, bien sûr. Et donc, cette conférence, c'était vraiment génial pour nous parce qu'on a pu rencontrer plein de personnes, les personnes avec qui on travaille, des fondateurs, assister à plein de présentations. Les présentations d'Elrond, mais aussi les présentations des autres projets qui étaient très intéressantes aussi. Ça a fait une sorte de petit break aussi dans notre travail, même si ça restait un truc, même si c'était pas des vacances pures de totale déconnexion, ça faisait quand même un petit break, etc. Donc c'était vraiment 3 jours vraiment très cool. Fin novembre, on a une idée. On se dit, Maillard Exchange V2, renommé X-Exchange, est prévu pour début décembre. Donc à ce moment-là, on est fin novembre. Le truc sur lequel on travaille est prévu pour début décembre. Et toute l'équipe est en train de fournir un travail énorme. Vraiment, c'est un effort de guerre à ce moment-là parce que la deadline est courte et il y a beaucoup d'efforts à fournir. Donc toute l'équipe est en train de fournir un effort de guerre et on se dit à ce moment-là, pourquoi pas aller en Roumanie se joindre à l'effort de guerre. Alors vous demandez pourquoi la Roumanie? Parce qu'en fait, la blockchain, donc Elrond, qui a été renommée en Multiversix, c'est une entreprise roumaine. Les fondateurs sont roumains et du coup, ils ont fondé ça en Roumanie. Et c'est même plus précisément une entreprise qui provient d'une ville qui s'appelle Sibiu. Je pense que vous n'en avez jamais entendu parler, moi non plus, j'en avais pas entendu parler.
C'est une petite ville de Roumanie qui est en Transylvanie. Donc du coup, on se dit, ben là, il y a un effort de guerre, tout le monde est dans les locaux de la boîte et fournit un effort énorme. Est-ce que ça serait pas ouf d'aller les joindre, d'aller là-bas, travailler avec eux pendant cette période d'effort intense? Donc on partage cette idée-là au CTO de la boîte, qui est immédiatement très chaud, il dit que c'est une super idée, et nous dit, ben, vous prenez les billets d'avion, et nous, on vous réserve l'hôtel. Et donc le samedi 26 décembre, on décolle pour la Roumanie pour 3 semaines. Les 3 semaines en Roumanie ont vraiment été incroyables. Les cofondateurs et l'équipe étaient ultra gentils. On a été logés dans un hôtel à 3 minutes de bureau. Les bureaux étaient top, avec une super vue sur les montagnes, je vous mets une petite photo. On a aussi beaucoup appris là-bas en fait, puisqu'on a discuté avec les cofondateurs, on a eu des très bonnes discussions avec eux. Comme nous, on est aussi entrepreneurs, enfin on est principalement entrepreneurs, et là on est prestataire pour la blockchain, donc en soi on est entrepreneurs tout court. Ben, c'était très enrichissant de discuter avec eux, qui sont des entrepreneurs très aguerris et plein d'expérience. Donc on a eu des discussions très intéressantes d'un point de vue entrepreneuriat avec eux. On a eu aussi des très très bonnes discussions avec tous les membres de l'équipe qui étaient là-bas. On a discuté avec des personnes qui s'occupaient des services back-end. On a discuté avec des personnes qui s'occupaient du front-end, des sites web. On a discuté avec des personnes qui s'occupaient du développement du nœud de la blockchain, des nœuds de blockchain. On a discuté avec des personnes qui s'occupaient du développement de la VM de la blockchain. Enfin bref, on a discuté avec tous les corps de métier qu'il y avait là-bas. Et on a appris des tonnes de choses de leur travail et de leurs connaissances, etc. C'était super enrichissant. On a aussi énormément travaillé là-bas. Le matin, on arrivait vers 9h15. Et le soir, la première semaine, c'était assez chill. On partait vers 21h. Alors, bon, peut-être pour vous, vous dites 21h, c'est pas chill de partir à 21h. Mais je sais pas, c'était cool. On travaillait bien là-bas. Les locaux étaient cool. L'ambiance était cool. Le moment était cool. Et puis, en fait, les cofondateurs partaient aussi à 21h. Et les membres de l'équipe qui travaillaient sur X-Exchange avec nous partaient aussi à ce moment-là. Donc, finalement, on était tous ensemble là-bas dans les locaux. Et donc, c'était vraiment très cool. Ça, c'était la première semaine, ça c'était chill, on partait à 21h. Et la deuxième semaine, c'était la semaine finale où on devait lancer le X-Exchange, c'était la semaine de lancement. Là, il y avait encore plein de choses à finir. Et on partait en grosso modo à 1h30 du mat chaque matin, du coup. Et il y a même un soir où on est parti à 5h du mat parce qu'il fallait absolument qu'on finisse des trucs. Le lancement était censé être le lendemain, etc., etc. Et là encore, le truc vraiment important, c'est que les cofondateurs étaient là. L'équipe X-Exchange avec qui on travaillait était encore là. Genre, par exemple, là, je vous mets un selfie du CEO de la blockchain. Et dedans, vous allez me voir avec Jacob. Alors, enfin, c'est le gars, je suis le gars barbu, etc., au fond, etc. Mais je veux dire, tout ça pour dire que ça, c'était 2 heures du match, je pense, quand il a pris le selfie, à ce moment-là. Et on a taffé ultra tard, mais les mecs étaient là. Il y avait tout le monde qui était là. Et l'ambiance, franchement, c'était incroyable à ce moment-là. Genre, cette soirée-là, on s'est couché à 5h du mat, mais c'était incroyable, quoi. Et enfin, la troisième semaine, bah là, c'était beaucoup plus chill parce que on avait fini de lancer le X-Exchange. Et du coup, bah là, on est parti plus vers 20h. Et le soir, on allait dans des bars avec l'équipe. Pendant ces 3 semaines, l'ambiance de travail aussi était incroyable, comme je vous disais. Ça m'a vraiment fait penser à l'ambiance en prépa où tout le monde fournit un gros effort et tout le monde est là. Et après le taf, ce qui était très cool, c'est qu'on allait souvent, quasi tous les soirs, en fait, faire des restos avec la team et les cofondateurs. Et donc, du coup, on continuait à rester avec eux et à discuter, etc. Donc, enfin, il y avait toute l'énergie qui continuait à avoir lieu après le taf. C'était vraiment très, très cool, quoi. On a aussi, pendant les 3 semaines, un petit peu visité la ville, mais vraiment pas beaucoup. On a visité la ville donc de Sibiu le tout premier dimanche quand on est arrivé. C'est une ville sympa, pas très grande. J'ai pas grand chose à dire. Moi j'ai trouvé ça cool, mais voilà, je pense pas non plus que ce soit une ville incroyable de Roumanie. C'était cool quoi. Le truc à noter, ben, c'est que les prix sont beaucoup moins chers que la France. C'était à peu près 3 fois moins cher, je pense. Et il y avait plein de cafés et de restos sympas. Donc on n'était pas trop dépaysé de la France, etc. Enfin, c'était vraiment très cool, il y avait une très bonne ambiance dans la ville, j'aimais beaucoup l'ambiance de la ville, etc. Et puis le jeudi 15 décembre, il y a eu la soirée de Noël de Multiversix, donc enfin d'Elrond, mais qui a été renommé Multiversix. Je répète parce que ça va vite hein, quand même dans la vidéo. Mais Elrond a été renommé Multiversix. Et du coup, le jeudi 15 décembre, il y a eu la soirée de Noël de Multiversix. Et là aussi, c'était vraiment très très cool parce qu'il y a eu tous les membres de la boîte qui sont venus. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui habitent à Sibiu, mais une partie de la team, de l'équipe, ne travaille pas à Sibiu. Et donc, du coup, pour cette soirée-là, ils ont fait le déplacement et ils sont venus à Sibiu. Donc, on a pu aussi tous les rencontrer ce soir-là. Et c'était vraiment une très très bonne soirée. Et enfin, le vendredi 16 décembre, on est retourné en France. Et ben, on était genre ultra heureux de ces 3 semaines qu'on a passées en Roumanie.
qui était vraiment incroyable. Donc tout ça, c'était concernant notre activité auprès de la blockchain. Mais en novembre et décembre, on a aussi bien continué à travailler sur notre entreprise Arda. On a, en novembre et décembre, fait encore quelques audits, donc c'était très cool. Et on a aussi donné quelques missions de développement à un ami freelance. Et donc, on était aussi très content du côté d'Arda parce que ben, c'était cool. Maintenant, on n'avait plus trop ce problème-là de se payer un salaire. Et on continue à avoir des audits et à faire entrer un peu d'argent dans la boîte. Et on a réussi à commencer à déléguer et à faire quelques missions à des freelances qui nous aidaient donc dans le développement d'Arda. Donc, c'était aussi très cool. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous faire un petit récap et bilan de mon année. Donc les 3 premiers trimestres ont été bien difficiles. Globalement, on a énormément travaillé pour peu de résultats. Je me rappellerai quand même particulièrement du mois de mars avec l'initiative EGLD for Ukraine. On a été assez content de réussir à lever 50 000 dollars en 2 semaines d'efforts. Alors on aurait pu peut-être potentiellement lever plus et faire mieux, etc. Mais aussi on aurait pu rien faire du tout. Et on a été assez content de réussir avec donc 2 semaines d'efforts lever 50 000 dollars. Et bien sûr, c'est grâce à toutes les personnes qui ont contribué à ça et on est très reconnaissant de leur part. Donc il y a eu le mois de mars avec EGLD for Ukraine. Et il y a aussi le mois de septembre qui m'a particulièrement marqué. Ça a été de très loin le mois le plus dur de l'année. Parce que, ben, comme je vous disais, j'avais pas l'impression de progresser dans ma vie et j'avais l'impression que la nouvelle année qui démarrait n'allait pas être mieux. Ça allait toujours être la même chose et qu'il n'y allait toujours pas y avoir de progrès, quoi. Et puis, il y a eu le dernier trimestre de l'année et celui-ci, il a été vraiment extraordinaire, au-delà de toutes mes attentes. Déjà, premièrement, il y a eu l'embauche à temps partiel par Multiversix, donc par la blockchain. Ça, c'est incroyable parce que le travail qu'on fait est très intéressant et complémentaire à Arda. On fait des choses qu'on ne ferait pas dans Arda et qui sont très intéressantes et très impactantes. On apprend aussi des tonnes de choses grâce aux collègues de travail avec lesquels on discute beaucoup. Donc c'est très enrichissant. On travaille aussi quand on veut et où on veut. Et enfin, le salaire qui nous est assez bon. Enfin, moi, je considère que c'est un bon salaire qui va me permettre de bien vivre. Donc je suis très content aussi de ce point de vue-là. Donc vraiment, du point de vue embauche temps partiel avec Multiversix, je suis très très content. Et ça, c'est la première chose, mais il y a aussi la deuxième chose avec Arda. On a continué à développer nos audits et notre service d'audit plaît de plus en plus et on a fait rentrer de plus en plus d'argent au fil des derniers mois dans l'entreprise. Et on est très content aussi de ce qu'on fait de l'argent, c'est-à-dire de décider de ne plus avoir besoin de se payer un salaire, mais de juste pouvoir totalement le réinvestir et de payer par-ci par-là pour l'instant des missions pour des freelances. Et c'est très enrichissant parce que du coup, ça nous apprend à faire des missions, à superviser les missions réalisées par les freelances, à trouver des freelances, etc. Enfin bref, c'est une nouvelle expérience une nouvelle expérience d'entrepreneuriat qui est vraiment très enrichissante, quoi. Et aussi un truc notoire, c'est que le rôle de Jacob et moi dans notre boîte, dans Arda, a évolué. Avant, on était les seuls à travailler pour notre boîte, donc on passait notre temps à faire. On codait toutes les fonctionnalités, on faisait tout. Maintenant qu'on a un peu plus d'argent et qu'on peut potentiellement payer des freelances, ben on passe plus notre temps à faire, mais plutôt on passe notre temps à permettre de faire. C'est-à-dire que on va pas faire la mission, mais plutôt on va la définir, la concevoir, et quand on pense qu'elle est assez bien conçue, délimitée, etc., ben on paye un freelance pour qu'il la fasse. On va plus passer du temps à faire les choses directement en fait. On va passer du temps à mettre en place pour que d'autres personnes puissent faire ces choses-là. Et donc concrètement, notre objectif en fait, c'est de se rendre de moins en moins indispensable pour pouvoir de plus en plus déléguer. Ou plutôt de se rendre de plus en plus dispensable pour pouvoir de plus en plus déléguer. Et donc à la place de faire les tâches, on se concentre sur le système qui permet de faire les tâches. Et ça, c'est vraiment un truc assez fondamental qui a changé et qui est intéressant et qui nous fait avoir une nouvelle expérience un peu maintenant dans Arda et dans notre boîte. Donc voilà pour le bilan de mon année 2022. J'espère qu'il vous aura plu. Et quant à moi, je souhaite une très bonne année 2023.